Il y a 99% de chances qu'une crise boursière arrive prochainement, c'est simplement des cycles économiques qui se répètent. On ne sait pas si ça sera demain, le mois prochain ou l'année prochaine, mais dans cette vidéo, je vais te partager 5 raisons qui pourraient la déclencher, mais également comment est-ce que je vais réagir face à celle-ci quand elle va arriver. Donc la première raison qui pourrait évidemment causer la crise économique ou boursière serait évidemment l'inflation. On voit une inflation qui est en constante hausse à l'heure actuelle, même si elle a baissé depuis, mais on reste quand même sur des plus hauts historiques. On voit qu'aux États-Unis, par exemple, là à l'heure actuelle, en mars 2024 à hauteur de 3,5%, qui est largement au-dessus des 2% que la Fed vise. Et de manière générale, si tu as fait quelques cours d'économie, on te dit souvent que les États cherchent à obtenir 2% d'inflation, qui est à peu près la meilleure valeur à obtenir. Et on a vu qu'on vient de loin. On a atteint une inflation aux États-Unis qui a dépassé largement les 8%, voire même les 9% lors de l'année en 2022 suite à la pandémie, bien évidemment. Et cette inflation, elle a de nombreux problèmes. Si tu ne le sais pas, l'inflation va évidemment diminuer le pouvoir d'achat de chaque individu. Imaginons, tu faisais tes courses pour 100 euros, mais non, elle passe à 150 euros. Évidemment, à la fin du mois, c'est de l'argent en moins que tu auras pour toi. Et donc, ce schéma te montre bien que si une personne n'a pas d'argent, elle n'ira évidemment pas dépenser, en fait, son épargne ou même ses dépenses quotidiennes dans ses magasins. Ces magasins vont évidemment avoir un chiffre d'affaires qui va baisser avec le temps et donc des revenus qui vont baisser, qui va entraîner une baisse encore du pouvoir d'achat. Pourquoi? Parce que soit ils vont diminuer en fait leurs salariés, soit ils vont moins les augmenter, etc. Et petit à petit, on crée un cercle vicieux où en fait les gens ont de moins en moins de pouvoir d'achat, achètent de moins en moins, et pour finir, les sociétés engagent de moins en moins de personnes ou les augmentent de moins en moins, et donc évidemment l'inflation continuera d'augmenter. Deuxièmement, c'est une incertitude sur les marchés financiers. Comme tu peux le voir à l'écran, je t'ai mis en fait l'indice du VIX, donc qui mesure simplement la volatilité du SP500, et on voit qu'à l'heure actuelle, en fait, on a énormément de volatilité. C'est dû non seulement parce que les investisseurs ont peur, ne savent pas à quoi s'attendre, mais aussi et évidemment à cause de l'inflation. Et l'inflation pose un problème direct malheureusement, car les banques centrales sont obligées d'essayer de la combattre un maximum, et pour cela, eh bien, elles augmentent les taux d'intérêt. Et c'est justement le deuxième point de cette vidéo, c'est la hausse des taux d'intérêt qui persiste à l'heure actuelle, notamment aux États-Unis et même en Europe. Comme on peut le voir, les taux d'intérêt étaient aux alentours des années 2020 à 2022 quasiment à 0%. Donc, c'est-à-dire que la majorité des entreprises pouvaient emprunter sans que ça leur coûte énormément d'argent. Ça les permettait en fait d'investir beaucoup plus dans leur croissance, dans leurs investissements. Et en plus de cela, pour un particulier, eh bien, ne serait-ce que de construire une richesse personnelle en investissant en immobilier ou autre. Et là, on peut observer que depuis début 2022, eh bien, la Fed et même la Banque Centrale Européenne n'a cessé d'augmenter les taux. On est passé de quasiment 0% à 5,5% en mars 2024. Et donc, évidemment, ça aura beaucoup d'effets négatifs. Non seulement les entreprises vont beaucoup moins, en fait, investir parce qu'elles emprunteront moins, parce que les crédits coûteront plus cher. Les particuliers auront moins d'accès, en fait, au crédit et donc ne pourront pas investir forcément en immobilier ou autre. C'est ce qu'on voit à l'heure actuelle. Et donc, malheureusement, avec tout ça, c'est que c'est loin d'être réglé. C'est-à-dire que les taux d'intérêt ne vont pas baisser pour demain. Comme tu peux le voir ici, un article de La Tribune nous cite que face à la résistance de l'inflation, la Fed ne baisse toujours pas ses taux. Comme tu l'as vu, les États-Unis sont encore loin des 2% qu'ils cherchent à obtenir, même si on s'en rapproche. Mais donc, il y a de gros obstacles auxquels la Fed va se confronter. Et en plus de ça, on a un gros problème, c'est que ça se crée encore une fois un cercle vicieux si on a des taux qui sont importants. Pourquoi? Parce que évidemment l'inflation arrive, donc la banque centrale va augmenter les taux afin en fait de diminuer les crédits contractés par les entreprises, même les organisations ou les particuliers, afin de ralentir en fait l'économie globale. Évidemment, il y aura moins d'investissement, il y aura moins de consommation dans le monde, donc de manière générale les prix vont baisser, et en faisant baisser les prix, et bien évidemment l'inflation est un petit peu condenancée et on évite qu'elle explose sans qu'on puisse la contrôler. Et le gros problème avec ça, c'est que évidemment tout ça est un cercle vicieux encore une fois, et si on ne maîtrise ni l'un ni l'autre, donc c'est-à-dire ni l'inflation ni les taux d'intérêt, ça peut être très problématique. Et si, imaginons, l'inflation continue d'augmenter alors que les taux d'intérêt sont déjà très hauts, eh bien on pourrait voir un scénario où les taux d'intérêt continueraient d'augmenter jusqu'à ce que l'inflation soit battue. Mais ça, évidemment, c'est un scénario qui serait désastreux pour l'économie, puisqu'on ralentirait grandement en fait la circulation monétaire et les entreprises verraient leurs chiffres largement baisser. Évidemment, c'est pas du tout un autre avantage, nous, en tant qu'investisseurs, puisque ça veut dire que les entreprises vont faire moins de chiffre d'affaires potentiellement, vont avoir aussi moins d'argent à investir dans sa recherche et le développement, dans son marketing, peu importe. Donc évidemment, de manière générale, lors des périodes d'inflation, les marchés financiers sont un petit peu perturbés. Et d'ailleurs, on va le voir, hein, le problème, c'est de une, le ralentissement de l'économie quand les taux augmentent. De deux, c'est moins d'argent à investir. Comme je te l'ai dit, les entreprises ne pourront pas investir autant qu'elles ne pouvaient, ou alors elles devront consacrer une part de capital bien plus important à rembourser en fait leurs
crédit. Et pour te prouver que cela a un incident direct, on peut reprendre l'exemple de 2020 à 2022. Non seulement quand les taux étaient quasiment à 0%, mais qu'en plus de cela, on a une impression monétaire fulgurante, eh bien, on a eu des années où on a eu 106% d'augmentation en l'espace d'1 an et demi, alors que théoriquement, la bourse, on dit souvent qu'elle fait 10% par an et qu'on fait 100% au bout de 10 ans d'investissement. Ici, on l'a fait en 1 an et demi et c'est principalement dû parce que les entreprises ont pu emprunter quasiment gratuitement et surtout, on a eu un afflux monétaire qui est arrivé dans le pays, notamment aux États-Unis, qui a été réinvesti majoritairement aussi dans les marchés financiers. Et donc, évidemment, c'est des périodes propices en fait aux augmentations. Et malheureusement, eh bien, à l'heure actuelle, on n'est plus du tout dans ces circonstances. La troisième raison, en fait, de la cause d'une prochaine crise pourrait être aussi les tensions géopolitiques. Comme nous le voyons, eh bien, malheureusement, on est encore loin de la fin de la guerre en Ukraine avec la Russie ou même le début de la guerre avec Israël. Donc, toutes ces choses-là, en fait, mettent des incertitudes sur les investisseurs. Et le gros problème, c'est qu'il y a différentes raisons pour lesquelles la bourse peut subir, en fait, des conséquences négatives à cause de ces guerres. La première raison serait évidemment un risque d'intensification. On ne sait pas ce qui peut se passer. Soit des alliances peuvent se créer et de nouveaux pays peuvent rejoindre certaines guerres, soit pire que ça, de nouvelles guerres pourraient éclater. Imaginons la Chine avec Taïwan ou d'autres pays qui pourraient déclarer la guerre à quelqu'un d'autre. Et ça pourrait être très problématique pour l'économie parce qu'on verrait un bouleversement économique peut-être mondial comme on l'a déjà eu avec la Première Guerre mondiale ou la Seconde. Parce qu'évidemment, quand une guerre éclate dans un pays, c'est toute son économie en fait qui va être touchée. Mais bien pire que cela, ça pourrait être des économies en fait annexes à ces pays qui pourraient être touchés. Imaginons une entreprise à de grandes importations, imaginons en Ukraine. On l'a très bien vu en fait avec le pétrole d'ailleurs quand la guerre a déclaré. Ce dernier a explosé parce qu'évidemment, il y avait des enjeux politiques et économiques derrière ceci. Et enfin, c'est évidemment l'incertitude pour les investisseurs. On ne pourra pas prédire si demain les guerres vont toutes s'arrêter du jour au lendemain, ce qui a peu de chances d'arriver, ou si de nouveaux pays risquent de rejoindre certains conflits ou en créer de nouveaux. Et ça, le gros problème, c'est que les investisseurs vivent toujours avec cette incertitude-là, qu'un conflit éclate et que l'économie risque d'être bouleversée. Mais heureusement pour nous, la bourse aime plutôt bien la guerre de ce qu'on a vu. Si on prend ici, en fait, le retour annuel du SP500 durant les périodes de guerre, on voit qu'on est de manière générale largement gagnante. Et ce, même lors de guerres importantes, comme la Deuxième Guerre mondiale, où en moyenne le SP500 a fait 11% par an, lors de la guerre du Golfe, où il a fait 9% par an, voire même jusqu'à 19% par an en moyenne lors de la guerre de Corée. Donc on voit quand même que la bourse n'est pas toujours affectée de manière négative par les guerres, mais évidemment les investisseurs à court terme n'aiment pas cela. Et d'ailleurs, ça s'explique ces hausses fulgurantes simplement parce que certaines économies en profitent justement des guerres ou alors d'autres industries pourraient exploser à l'avenir. Évidemment, toutes les industries ne sont pas reliées à la géopolitique, même si une grande partie en font partie, et notamment l'indice national avec le SP500 par exemple. Maintenant, une nouvelle raison en fait d'une prochaine crise, ça serait l'IA. Donc évidemment, l'intelligence artificielle offre de nombreux avantages, mais ici, ça serait plutôt une crise par le fait que le marché a bien trop évolué à la hausse par rapport à ce qu'il n'était censé faire. L'intelligence artificielle a peut-être potentiellement créé une bulle, comme on a vu lors des années 2000 avec Internet. Ici, on a vu en fait une croissance fulgurante en l'espace d'1 an du SP500, grâce à des acteurs comme Nvidia, qui a d'ailleurs été le meilleur performeur du SP500 avec un total de plus de 205% en l'espace d'1 an. Évidemment, lorsqu'on voit ces chiffres-là, on sait qu'il y a une grande majorité qui est due notamment à la hype autour de l'intelligence artificielle. Je ne dis pas que cette hype n'est pas du tout justifiée, mais évidemment, on peut se douter que les investisseurs sont un petit peu plus euphoriques que la normale concernant cette technologie. Et d'ailleurs, on peut le voir directement grâce au PER du SP500. Si tu ne sais pas c'est quoi, c'est simplement un ratio qu'on utilise de manière générale en fait pour valoriser une entreprise, dire si elle est sûre ou sous-évaluée. On prend simplement le prix par rapport aux bénéfices qu'elle dégage. Et imaginons en fait une entreprise ferait un bénéfice de 1 et aurait un PER de 10, ça voudrait dire qu'on achète environ 10 fois son bénéfice à l'heure actuelle. Donc évidemment, au plus ce PER est élevé, au plus l'entreprise ou l'indice en fait sera surévalué techniquement. Évidemment, il faudra toujours comparer à son secteur, mais on estime que le SP500, un bon PER tourne autour des 15. Et là, on est largement au-dessus avec environ 27 de PER. Ce qui veut dire évidemment que le marché est peut-être potentiellement surévalué à l'heure actuelle, notamment des valeurs technologiques qui ont explosé lors de ces derniers mois, voire ces dernières années. À voir également comment va se comporter cet indice dans le long terme, mais on peut pas nier que l'IA a quand même pas mal d'avantages à son arc et surtout un beau profil de croissance. On voit d'après les projections que la taille du marché va être fulgurante et surtout exponentielle jusqu'en 2032 pour atteindre carrément les 2 trillions de dollars. À voir évidemment si c'est quelque chose qui arrive, mais si c'est le cas, alors la hausse peut être potentiellement justifiée et surtout on verrait une continuité dans la croissance du SP500 comme il a toujours fait. La réelle question est donc de savoir si le marché va un petit peu dégonfler dans les prochains jours, prochains mois ou prochaines années
ou s'il va continuer sur sa lancée, seul l'avenir nous le dira. Et enfin, cinquième raison pour laquelle une crise pourrait apparaître, c'est simplement un signe noir. Si tu ne sais pas c'est quoi, c'est un terme très souvent utilisé en finance et en bourse. Ça se décrit simplement en fait des événements rares, imprévisibles et dont les conséquences sont potentiellement négatives pour la société et le monde. Je peux te citer quelques exemples de signes noirs, c'était notamment la pandémie. Personne ne savait prédire qu'une pandémie allait arriver, que tout le monde allait rester bloqué chez soi. On a également aussi les attentats du 11 septembre ou d'autres événements comme ça, c'est-à-dire que personne ne peut savoir qu'ils allaient arriver et donc le marché ne le prédit pas et s'effondre du jour au lendemain. Mais donc on peut se poser la question, quel sera le prochain signe noir? Eh bien il peut arriver de différents endroits. Soit l'inflation repart de plus belle et explose et atteint des records historiques et donc mettra à mal le pouvoir d'achat des gens et donnerait de l'incertitude encore plus au marché à l'heure actuelle. Soit les taux d'intérêt continuent de stagner et ne baissent pas dans les mois prochains ou les prochaines années. Ou pire, comme l'inflation, celle-ci pourrait continuer d'augmenter. Et là, ça causerait encore plus de problèmes pour la croissance des entreprises qui ont besoin de crédit et qui empruntent. Ou alors la guerre s'intensifie, comme je te le disais, de nouveaux conflits peuvent arriver ou simplement une intensification des conflits actuels en ayant des alliances ou autres et en globalisant cette guerre, ce qui pourrait être dramatique. Mais évidemment, tu t'en doutes, le gros problème d'un signe noir, c'est qu'on ne le maîtrise pas et on ne sait pas d'où il peut venir. Ça peut être de différents endroits à la fois ou d'un seul qui serait désastreux. Donc je ne peux pas te dire moi-même d'où il viendra et surtout s'il y en aura un. Comme je te l'ai dit, c'est un événement très rare et donc ce n'est même pas sûr qu'il y en ait un qui arrive dans les prochaines années. Mais donc on va se poser la question finale, c'est est-ce qu'il faut acheter la TH? Si tu ne sais pas c'est quoi la TH, c'est simplement le terme pour all-time high, soit le plus haut historique. Comme on peut le voir, le SP500 en fait depuis ses débuts, on est clairement en fait à un plancher où on n'a jamais atteint ça par le passé. C'est-à-dire qu'on a largement battu les records des années 2021-2022, là où la bourse a explosé juste après la pandémie et ma stratégie, elle est très simple. Donc à l'heure actuelle, ce sont mes répartitions. J'ai une grande majorité qui seront en finance à hauteur de 26%. Si tu as vu ma dernière vidéo, je recommande de justement diminuer les secteurs en dessous des 25%. C'est pourquoi mon prochain achat sera dans la consommation discrétionnaire. Mais donc je reste assez diversifié en termes de secteurs et surtout sur mes positions pour ne pas en fait subir le crash d'un secteur. Imaginons la technologie, si ce dernier devrait dégonfler à cause d'une bulle sur l'IA par exemple. Mais surtout, le plus important, c'est que je continue d'investir de manière régulière. Je n'essaye surtout pas de timer le marché parce que selon moi, je n'ai pas les compétences ni les capacités en fait de savoir à quel moment acheter et à quel moment vendre. Donc ma stratégie, elle est très simple. Je continue d'investir en fait sur des actions à gross dividend, c'est-à-dire qui ont un dividende croissant et qui est exponentiel dans le temps avec un très beau cours et une très belle analyse fondamentale et technique. Et en plus de cela, j'essaye d'investir tous les mois, de renforcer à la fois mes positions actuelles et de faire entrer quelques positions jusqu'à la fin de l'année afin de diversifier un maximum en fait mes secteurs, mais aussi la version au risque de mon portefeuille. Et tu peux être tenté de dire qu'on est certainement au plus haut historique et qu'il faudra attendre une chute, comme je te l'ai partagé lors de ma dernière vidéo. Dans les années 2000, tu pouvais exactement te dire la même chose. En 2015, également, on a atteint un plus haut historique. Et même en 2021, qui était le précédent ATH du SP500. Eh bien, je vais te faire ma prédiction que je t'avais faite l'autre fois. Soit le marché va monter, soit il va stagner, soit il va baisser, mais malheureusement personne ne le sait. Donc la meilleure chose à faire en ce moment est de simplement composer avec les conditions qu'on connaît du marché et donc de passer des ordres en fonction de cela et de tes convictions et évidemment ta stratégie. Libre à toi de penser que le marché va baisser, va stagner, va monter. Dans mon cas, je sais que j'achète tous les mois afin d'être sûr d'être placé sur le marché car j'adore la citation de time in the market beats timing the market. Donc le temps passé dans le marché battra toujours le fait d'essayer de battre ce dernier. Donc les choses à faire selon moi, elles sont assez simples. Premièrement, ça va être de diversifier au mieux vos secteurs. Il sera hyper important de ne pas avoir une technologie à hauteur de 45%. Si on a une bulle qui se crée autour de l'intelligence artificielle, ça pourrait vous coûter extrêmement cher. On a vu des investisseurs tout perdre lors de la crise et de la bulle en fait internet des années 2000. Donc ça serait la pire chose qui pourrait vous arriver. Et personne ne sait où est cette bulle. Peut-être qu'elle est sur la technologie potentiellement à l'heure actuelle, comme elle pourrait être sur l'industrie, la santé, peu importe. Il faudra faire extrêmement attention à cela. Et c'est pour ça que je vous conseille d'avoir en dessous de 25% chacun de vos secteurs afin d'éviter une potentielle surexposition à ces derniers. Deuxièmement, on va évidemment éviter le FOMO sur un secteur en particulier. Ça rejoint un petit peu le point précédent, c'est-à-dire que tu ne vas pas tout miser sur l'intelligence artificielle. Tu peux très bien avoir des convictions. Le fait que cette dernière va révolutionner le monde et va constamment en fait être en croissance, c'est une possibilité. Libre à toi d'investir dessus, mais ne commence pas à faire un all-in sur cette technologie ou sur tout autre secteur. Peut-être que toi, ça va être les voitures électriques, ton truc, peut-être ça va être même les crypto-monnaies ou alors même la santé, peu importe. Eh bien, il faut à tout prix
prix éviter ce FOMO, donc littéralement en fait la peur de rater le train pour fear of missing out, et donc en faisant cela, tu vas grandement sécuriser ton portefeuille et limiter les risques de tout perdre en cas d'une explosion de bulle ou même d'un dégonflement de marché. Troisièmement, ça va être d'utiliser la crise à ton avantage. Celle-ci va certainement arriver dans les mois ou années à venir, c'est simplement des cycles économiques, donc on est en phase d'expansion à l'heure actuelle, mais une phase de crise arrivera certainement, et il faut savoir s'y préparer. Donc, comment de mon côté j'utilise la crise à mon avantage? Eh bien, c'est extrêmement simple. Premièrement, je profite pour acheter en fait des actifs que je possède à bas prix, parce qu'évidemment, les prix sont cassés de manière générale lors des crises ou même des récessions comme on l'a vu pendant la pandémie. Et en plus de cela, je vais essayer en fait de renforcer des positions et aussi d'investir un peu plus. L'objectif, c'est aussi de pouvoir faire un petit peu de value investing, c'est-à-dire pas dans le sens d'investir sur des valeurs de qualité, mais plutôt en termes de finances que tu possèdes. Évidemment, certaines personnes investissent un peu moins quand le marché est très haut et investissent énormément quand le marché baisse. Ça leur permet d'avoir un PRU qui est un petit peu plus faible. Mais encore une fois, attention de ne pas essayer d'entrer dans le jeu de timer le marché qui pourrait être la pire chose à faire et de faire perdre plus d'argent que ça ne t'en ferait gagner. Mais évidemment, chacun sa stratégie. Encore une fois, de manière générale, crise ou pas crise, j'investis de la même manière, juste de manière robotique avec un DCA, donc investir mensuellement la même somme sur un panier d'actions. Et pour ceux qui auraient une stratégie en ETF, c'est exactement la même chose. On continue son DCA, surtout si vous avez des ETF larges. Quand j'entends ETF large, je parle notamment d'un SP500, d'un CAC 40, d'un ETF monde, pays émergent, peu importe. Autant continuer d'investir, peu importe les conditions de marché. Comme ça, vous aurez un PRU qui suit au mieux en fait le marché à long terme, surtout si vous investissez sur 10, 20, 30 ans, ça ne sera que bénéfique. Pour les actions individuelles, évidemment, c'est de ne pas vendre vos gains. Et d'ailleurs, même pour les ETF, si vous êtes dans un objectif à long terme et que votre stratégie ne change pas, autant conserver vos gains. Ne prenez pas peur parce que le marché est à ses plus hauts historiques. Justement, il pourrait continuer d'augmenter à long terme. Et d'ailleurs, si vous partez du principe que vous vendez vos gains parce que selon vous, le marché est trop haut, ça voudrait dire que vous auriez la conviction que le marché ne peut plus monter. Et ça, est-ce que c'est réellement possible? Après, une autre stratégie est de vendre ses gains pour investir quand le marché va dégonfler. Encore une fois, je ne prédis pas l'avenir. Je ne sais pas si ce dernier va baisser. Donc, je préfère ne pas prendre de risques, conserver mes gains et simplement, en fait, renflouer mes positions. Et enfin, dernière chose, c'est prévoir une baisse potentielle, c'est-à-dire qu'elle va forcément arriver. Peut-être qu'elle ne sera que de 2 à 3 à 5%, peut-être plus 15, 20% dans le pire des cas. Mais évidemment, elle risque d'arriver car en fait, une économie, ce sont des enchaînements de cycles. Il y a des points hauts, des points bas, comme on l'a toujours vu. Et je pense que le futur n'échappera pas à cette règle. Et pour cela, il y a une règle, c'est que le cash is king. Le mieux, c'est clairement d'avoir entre 3 à 6 mois d'investissement de côté. Tu investis 100 € pour ta part, et bien essaye d'avoir entre 3 à 600 € en fait sur ton broker que tu peux dégainer assez rapidement en cas d'opportunité. Je ne te dis pas d'investir cette somme-là une fois que le marché a fait moins 2%, mais essaye de mettre en place une stratégie en cas de chute des marchés, c'est-à-dire que tu vas investir une partie de ces 600 € en fait au bout de moins 3%, une partie de ces 600 € au bout des moins 5, une partie au bout des moins 10 par exemple, ça peut être une possibilité, mais avoir en fait de la liquidité de disponible, ça va te permettre de baisser largement tes PRU quand tu vois des opportunités ou des crises arriver. Et c'est d'ailleurs ce qui aurait permis à beaucoup d'investisseurs en fait d'augmenter leur performance s'ils avaient une poche de côté de liquidité à investir, notamment pendant le confinement en fait et la pandémie de 2020 où les marchés se sont effondrés et les prix étaient bien plus attractifs qu'à l'heure actuelle. Pour ne rien te mentir, je n'ai pas encore en fait cette pochette de liquidité puisque je suis en train de créer mon apport pour l'immobilier. C'est quelque chose que je réfléchis de plus en plus à essayer de mettre environ entre 5 à 800 € en fait sur mon courtier que je n'investis pas directement mais que je garde de côté afin de pouvoir en fait directement investir si je vois une opportunité se présenter. C'est d'ailleurs quelque chose que je te recommande. D'ailleurs, si tu veux savoir mes 6 erreurs que j'ai faites sur le marché boursier qui m'ont coûté énormément d'argent et même fait repartir de zéro, je te les partage dans cette vidéo. On se retrouve juste derrière. À tout de suite.